Scrapping plus crapaud égale scrapo, le podcast du gros hacking pour débuter. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Scrapo. Épisode un peu particulier car contrairement au premier épisode où j'avais pu interviewer Lorraine sur le SEO en face à face, là j'ai posé 5 questions par écrit à Frédéric Canvet. Et il m'a répondu en message audio sur WhatsApp, hein. Donc je vais essayer de faire, un montage pour qu'il y ait une, bonne interaction entre nous 2. Alors pourquoi j'ai demandé à Frédéric, Canvet de répondre à ces questions? Tout simplement, comme je suis en reconversion, en gros hacking à la Rocket School, à Nantes. Quand j'ai commencé mon bootcamp, il s'est terminé, hier. Quand j'ai commencé ce bootcamp, j'avais besoin avant de commencer les cours, avant de m'intéresser, à tout ce qui allait se passer, j'avais besoin d'un support papier pour pouvoir, lire, pour pouvoir m'imprégner de nombreux termes techniques que je ne comprenais pas forcément ou qui étaient obscurs. Donc ce que j'ai fait, j'ai lu son livre et je l'ai trouvé très pertinent, d'autant plus que pendant ces, 3 mois, à la Rocket School, eh bien, je me suis rendu compte, qu'il me donnait aussi des clés de compréhension en plus, des cours que je pouvais, suivre. Donc avant de poser, les questions à Frédéric, je lui ai demandé de se présenter. Alors, donc bonjour à tous, moi je m'appelle Frédéric Cannavette. Ça fait plus de 20 ans que je travaille, sur le web, de manière globale. J'ai commencé dans des petites startups, au niveau de l'an 2000 et c'est vrai qu'à l'époque, on faisait du gros hacking sans le savoir. Mais donc en fait, bah, j'y reviendrai plus avant après dans l'interview. Mais c'est vrai que le gros hacking, je connais bien parce qu'à chaque fois, moi, ben, quand j'ai travaillé, dans des petites boîtes, on avait peu de moyens, il fallait qu'on obtienne des gros résultats et donc le gros hacking, j'en ai fait pendant des années. Surtout que moi, j'adore, tout ce qui est trucs et astuces. Surtout, en fait, tu vois que, bah, quand j'étais petit, je me suis rendu compte que j'étais dyslexique, donc j'avais beaucoup de mal en français et sur l'orthographe et des choses comme ça et donc en fait, j'ai dû compenser avec des trucs et astuces que j'ai utilisés tout au long de ma vie et que je continue d'utiliser encore et donc, bah, cette efficacité maximale, faire un maximum de choses en fait, avec, peu de moyens, je connais ça depuis longtemps. Surtout en fait que, le fait que j'ai une double activité. Je suis d'un côté salarié dans une entreprise. Alors là, c'est une petite entreprise qui fait une centaine de salariés, mais j'ai travaillé dans des grands groupes qui faisaient, 2 000, 3 000 salariés en France et 20 000 dans le monde. Donc en fait, j'ai cette vision de la grande boîte où en fait, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais on a des gros moyens et de l'autre côté, ben, je suis consultant et blogueur et écrivain de plusieurs livres. Donc le Gros Hacking, le livre Le Gros Hacking qui est sorti en 2017, on est à la 3e édition. J'ai sorti aussi, un bouquin sur les chatbots et j'ai sorti un bouquin pour adapter, son business dans un monde en déconsommation. Donc voilà, là, avec cet aspect, freelance, consultant, bah, j'ai peu de moyens, je fais quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires parce que j'ai pas beaucoup de temps de développer mon business et que c'est vrai que, bah, j'ai toujours aimé les métiers que je faisais, en entreprise. Donc j'ai les 2 activités que je cumule et là, en fait, dans cette petite activité, personnelle et ben, tout simplement, bah, je dois avoir aussi, beaucoup de résultats avec peu de choses, peu de temps, peu de moyens et donc en fait, c'est ça aussi qui me permet de faire du gros hacking à ce niveau-là. Donc voilà, donc pour me présenter en quelques mots. Si tu devais expliquer le gros hacking à un enfant de 10 ans, tu dirais quoi? Alors si je devais expliquer le gros hacking à un enfant de 10 ans, je dirais en fait tout simplement, c'est une méthode astucieuse qui permet d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. En fait, c'est comme à l'école, on va pas tricher tout à fait, mais on va essayer de jouer un petit peu avec les limites du système. Un exemple concret, tu vois, moi, quand j'ai passé mon bac de français, je suis très mauvais en français parce que je suis dyslexique, ma sœur aussi, ma fille aussi, enfin une de mes filles aussi. Et donc j'ai eu vraiment, genre un 4 ou un 5 sur 20, donc une très mauvaise note. Le seul moyen que je puisse, faire pour me rattraper, c'était de viser une très bonne note à l'oral et donc quand j'ai voulu, passer, l'oral de français, ce que j'ai fait, c'est que j'avais appris, quelques bouquins par cœur sur la dizaine que j'avais. Donc j'ai pris un bouquin exprès que c'était, «L'ami retrouvé» de, Fred Ullmann, je crois. Donc en fait, j'avais fait exprès de le mettre sur le haut de ma pile
de livres quand je suis arrivé devant l'examinateur. Quand je suis arrivé, j'ai posé les livres, la pile de livres sur la table et comme par hasard, le livre, l'ami retrouvé, est tombé pile poil sur le bureau devant l'examinateur qui l'a pris dans la main, qui l'a reposé dessus et après, comme par hasard et ben, en fait, tout simplement, il m'a proposé de faire un exposé sur l'ami retrouvé de Fred Ullman. Donc tu vois, c'est ça un petit peu le gros hacking, c'est utiliser des méthodes astucieuses qui vont permettre, ben, d'atteindre, son résultat sans, travailler comme un malade. Parce qu'en fait, on voit bien que à l'école, c'est pareil. Ça sert à rien de bûcher pendant des heures et des heures et des heures. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne méthode de travail. Par exemple, travailler 20 minutes tous les jours plutôt que faire des heures, de 3 heures de suite où en fait on n'arrive pas et en fait on n'apprend pas. Voilà, vaut mieux, en apprentissage, il vaut mieux toujours commencer petitement et utiliser par exemple 20 minutes de son temps, tous les jours, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour progresser plutôt que faire des sessions de 3 heures où en fait on voit bien que l'apprentissage fonctionne moins bien. Donc voilà, ça c'est la première partie, donc c'est la partie hacking, de growth hacking et growth en fait, c'est tout simplement utiliser des méthodes qui vont permettre de faire croître son activité ou en tout cas, résister à la déconsommation et à la crise en utilisant vraiment une méthode. Comme si on apprenait en fait, ben, un apprentissage, une méthode d'anglais, un cours et quelque chose comme ça. Donc on a une méthode, on suit et on voit en fait où on doit s'améliorer comme dans un quiz. Donc voilà, c'est comme ça que je déclarerais, ce qu'est le gros hacking à un enfant de 10 ans. Donc c'est, des astuces qui permettent d'avoir un maximum de résultats et d'un autre côté une méthode comme un livre de cours qui permet en fait de savoir où on n'est pas bon, où il faut s'améliorer. C'est quoi l'idée reçue la plus fréquente que tu entends sur le gros? Alors, c'est quoi l'idée reçue que j'entends le plus, fréquemment sur le gros hacking? Ça, c'est, clair que le gros hacking, pour moi, dès que je dis ça, déjà, soit en fait, il y a les personnes qui se mettent «gross hacking», qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est un terme anglais et c'est pas très clair. C'est vraiment un terme technique qui est connu surtout des spécialistes et ceux qui connaissent le gros hacking disent: «Bah oui, c'est les méthodes des spammers». Or en fait, voilà, c'est pas que ça, et surtout, vaut mieux pas faire ça. Le gros hacking, c'est toujours une réputation un petit peu sulfureuse où les gens se disent: «Bah oui, tu vas, récupérer des emails, des numéros de téléphone et tu vas spammer les gens et cetera ou leur envoyer des messages de manière automatisée». Alors, c'est un petit peu ça, mais c'est pas ça. Ceux qui font ça se trompent. Le gros hacking, comme je le disais, c'est, growth et hacking. Growth, c'est vraiment cette méthode avec le framework AAR qui permet en fait d'analyser son activité et de voir où dans son parcours client on va avoir un maximum d'impact si on fait des optimisations. À chaque fois, on se dit: «Ben, où ça va pas bien? Est-ce que c'est la conversion? Est-ce que c'est l'acquisition? Est-ce que je peux augmenter, mes revenus? Où je peux avoir le maximum d'impact?» Et en fait, à ce moment-là, j'agis là-dessus, je vois les résultats et ensuite je m'améliore. C'est un process, en fait, d'amélioration continue où à chaque fois on améliore, en fait, entre guillemets, «le maillon faible», pour avoir un maximum d'impact. Alors il y a pas que le maillon faible, on peut aussi se dire, où je peux avoir un impact positif le plus important. Par exemple, l'aspect maillon faible, c'est de dire: «Bah, tiens, j'ai une mauvaise conversion sur mon site internet» et là, tout simplement, bah, je vais améliorer, cette conversion avec, je sais pas, une pop-up, avec, une meilleure présentation, des argumentaires, du copywriting, des choses comme ça. Ça, c'est donc cette partie amélioration, mais il y a la partie aussi, bah, de faire des choses différemment. C'est par exemple me dire: «Bah, tiens, au niveau des revenus et au niveau des, bah, du chiffre d'affaires généré. Est-ce que je peux pas sortir une offre premium? Et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment ce truc-là, c'est ces 2 parties-là et donc l'idée reçue, voilà, c'est se dire qu'il y a pas que du spam et c'est pour ça que moi je dis qu'il y a 3 types de growth hacking. Il y a en fait ce qu'on appelle le white hat growth hacking, c'est-à-dire toutes les techniques qui sont, communes et qu'on peut utiliser n'importe où en marketing, hein. C'est l'A/B testing, c'est le fait, d'améliorer son parcours client, d'améliorer l'expérience client, de faire de bouche-oreille, de faire de l'affiliation, bref, toute cette partie-là d'utilisation de l'IA de manière classique. Ensuite, il y a le grey hat growth hacking, c'est les choses un petit peu, comment dire, à la limite. C'est par exemple utiliser des outils d'automatisation sur LinkedIn pour envoyer des messages, par exemple. C'est utiliser, bah, de l'automatisation, pour envoyer, des séquences de marketing automation sur d'autres réseaux ou du callbot ou du chatbot, qui sont autorisés, hein. Un callbot, quand on a une base client, on peut utiliser du callbot pour envoyer, pour appeler, en fait, des prospects. Donc là, ce sont des systèmes qui sont, on va dire à la limite parce qu'en fait, on va contourner les règles
du réseau. Par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai utilisé Gmail, un compte Gmail personnel pour envoyer des emails Gmail à une partie de ma base qui ne recevait plus mes messages parce que sur Gmail, j'étais blacklisté avec un nom de domaine et une adresse IP. Et ben, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, ouvert un compte personnel et j'ai envoyé des, messages. On peut aller jusqu'à 200-300 messages par jour, très facilement, voilà. Et le dernier point, c'est le Black Hat Growth Hacking et ça, en fait, c'est des techniques qui sont interdites et qui sont illégales et qu'il ne faut surtout pas faire. C'est par exemple aller récupérer des emails B2C, spammer des emails B2B, c'est envoyer des SMS alors qu'on n'a pas l'autorisation d'avoir le numéro de portable. Bref, c'est toutes ces techniques, en fait, qui sont interdites. Là, bien sûr, il ne faut pas le faire. Quelles sont les erreurs classiques que tu vois chez les débutants? Alors, quelles sont les erreurs classiques que je vois le plus chez les débutants? En fait, pour moi, l'erreur que je vois le plus, c'est trop automatiser. Parce qu'en fait, quand on découvre pour la première fois le gros hacking, on se dit: «Waouh!» C'est un petit peu comme une boîte de Pandore et on se dit: «Waouh! Putain, je peux faire des automatisations d'envoi d'emails. Je vais pouvoir envoyer automatiquement des trucs avec LinkedIn. Tiens, je vais pouvoir faire des commentaires automatiques sur Instagram. Tiens, je vais pouvoir, utiliser l'intelligence artificielle pour scraper des données» et cetera. Et donc on va aller, tout de suite, dans la folie. On se dit: «Ouais, il y a un potentiel de malade» et on commence à mettre en place des actions. Sauf que, ben, on va trop automatiser, et en fait, on va perdre, en fait, cet aspect humain et les gens vont se rendre compte, en fait, que vous faites des trucs en copier-coller, en automatisation et ils sont pas dupes. Parce qu'en fait, toutes les techniques, par exemple, de cold mailing qui étaient utilisées il y a quelques années de ça, qui marchaient bien parce que les gens recevaient peu d'emails, maintenant, ils se font plus avoir. Quand on a une séquence de messages ou trois quatre messages avec, voilà, est-ce que vous êtes disponible pour un rendez-vous, et cetera, ça ne marche plus. Au contraire, ça nuit à l'image de l'entreprise. Donc le problème, c'est vraiment ça, c'est trop automatiser et pas prendre en compte, en fait, l'aspect relationnel et l'aspect humain. Donc ce que moi je recommande de faire, c'est assez simple. Il faut toujours commencer au départ par une semi-automatisation. Qu'est-ce que ça veut dire une semi-automatisation? C'est-à-dire qu'on va pas tout automatiser, mais on va commencer à le faire, en semi-automatique en faisant une partie à la main. Exemple, vous voulez envoyer des direct messages sur LinkedIn pour une campagne en fait sur des prospects. Ce que vous commencez par faire, c'est déjà vous testez votre message sur un petit nombre de cibles, par exemple 50, 100 personnes, vous envoyez un message, et vous voyez un petit peu comment ça réagit. Est-ce que les gens répondent, ils répondent pas, ils sont énervés, ils ne sont pas énervés, et cetera, et cetera. Une fois que vous avez fait un petit peu ces 1ers essais-erreurs, vous voyez ce qui marche et là, à ce moment-là, vous pouvez automatiser, monter à l'échelle. Voilà. Lié à ça, l'automatisation, c'est bien, mais il faut créer aussi du lien humain. C'est pour ça que quand moi, par exemple, j'envoie des direct messages de manière automatique à des bases, entre-temps entre-temps, et ben, en fait, je crée du lien et du relationnel. C'est-à-dire que tous les jours, mon assistante, Sabrina, qui est à Madagascar, va souhaiter les anniversaires personnels et professionnels pour en fait, ben, dire aux gens: «Bon anniversaire» et cetera. Ce sont des communications qui ne sont pas du tout intéressées, qui ne sont pas promotionnelles, qui ne sont pas commerciales et qui permettent comme ça de créer du lien. En même temps, je fais des publications régulières pour apporter de la valeur ajoutée sur mon compte LinkedIn. Alors très peu de gens les voient parce qu'on sait très bien que la baisse du reach, allez, si vous faites un post avec 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 vues, déjà c'est déjà bien. Et quand vous avez comme moi, 30 000 personnes et ben, en fait, vous allez pas pouvoir, tous les toucher, donc ils vont pas voir vos publications, entièrement. Donc en fait, c'est pour ça que, il faut compléter ces publications par, en fait, des messages, et même il y a des petites astuces comme par exemple, ce que je fais, c'est que je crée un événement LinkedIn le plus souvent et cet événement LinkedIn après, je vais utiliser la fonctionnalité inviter et on peut inviter 1 000 personnes par semaine à votre événement LinkedIn. Parce qu'autrement, quand vous voyez en envoyez un direct message via des outils d'automatisation, LinkedIn Helper, Wallaxy, enfin peu importe, et ben, en fait, vous êtes limité à peu près à 120 à 150 messages par jour. En plus, c'est assez visible, c'est assez voyant. Ça peut avoir des problèmes parce que si vous dépassez les limites, vous pouvez avoir votre compte qui est suspendu. Donc dans ces cas-là, vous pouvez créer un événement LinkedIn et ce que vous faites, c'est que vous allez inviter les gens. Là encore une fois, vous pouvez utiliser un outil d'invitation comme LinkedIn Helper ou autre ou alors, ben, vous prenez ces outils, LinkedIn Helper, vous faites un extract total de tous vos contacts, vous les envoyez sur Excel, vous faites un extract en fait de ces personnes-là, avec uniquement les personnes qui sont intéressantes et vous pouvez sous-traiter. Moi, à mon assistante, c'est ce que je fais. Je sous-traite, en fait, le fait qu'elle va inviter 30 personnes ou 50 personnes toutes les heures et donc ce qui fait que
grosso modo, elle peut inviter 500 personnes ou 300-400 personnes par jour à cet événement. Alors le taux d'invitation, d'acceptation de l'invitation est bien sûr beaucoup moins fort qu'un direct message. Parce qu'en fait, la personne, quand elle reçoit l'invitation, elle a juste une notif dans son LinkedIn. Néanmoins, c'est un bon moyen de pouvoir inviter, plusieurs centaines de personnes, de manière très simple. Voilà, donc comme je le disais, il faut vraiment, éviter cette partie sur-automatisation. Il faut créer du lien, du relationnel. Voilà, et moi, je dis toujours dans ma formation, c'est créer de l'effet waouh. L'effet waouh, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de créer des moments d'émotion auprès de ses clients, créer, du relationnel. Par exemple, interroger ses clients, les mettre en star, faire des avis clients, des choses comme ça. Il faut vraiment créer du lien et c'est ça qui fera la différence. En fait, dans le livre Tribu, et dans le concept 1000 True Fans, en fait, ces 2 concepts-là, Seth Godin, hein, pour Tribu, montrent en fait que si on a, 1000 fans, un noyau dur de 1000 fans, de clients super contents qui sont vos fans, et ben, vous pouvez très bien après construire une communauté. Le tout, c'est d'avoir ces 1000 premiers fans. Est-ce qu'on peut faire du gros éthique ou tu poses la limite? Alors, est-ce qu'on peut faire du gros hacking éthique et où postule la limite? Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs, concepts derrière la mention de gros hacking éthique. Alors la première chose, c'est ce que je disais précédemment, c'est qu'il y a vraiment 3 niveaux. Il y a le white, le grey et le black. Donc là, en fait, forcément, si on est éthique, on va rester dans le white ou le grey et là, on est vraiment dans quelque chose d'éthique. Après, il y a un autre niveau qui est, l'éthique, écologique et c'est pour ça que moi je parle moins de growth hacking et plus de degrowth hacking. Degrowth hacking, j'ai rajouté DE pourquoi? Parce qu'en fait, je suis persuadé qu'on arrive dans un monde en déconsommation. Donc c'est pour ça que je parle de degrowth. En fait, il faut utiliser des techniques de growth hacking pour, réussir à survivre dans un monde où la croissance commence à, se ralentir, voire stopper, voire diminuer. Il y a plus de croissance, c'est même de la décroissance. Et là, en fait, tout simplement, on va utiliser 2 choses qui vont être les D et E. Donc, tout simplement, on va essayer quelque chose qui va être l'efficience, voilà et l'efficience maximale et donc on va essayer d'économiser un maximum de moyens et on va cibler, on va pas faire du spam à vraiment à tire-larigot, mais en fait, on va essayer de vraiment d'être raisonnable et d'utiliser de manière la plus, éthique possible justement ces techniques. C'est-à-dire que, on va pas envoyer, des direct messages à n'importe qui et au contraire, on va cibler. Par exemple, moi, quand je veux faire, une campagne de direct message, donc je cible par exemple, 500 personnes grâce au moteur de recherche LinkedIn ou Sales Navigator, peu importe, ou un extract de fichier de ma base et dans cette base-là, je vérifie bien que tous les contacts sont concernés par ça et tout simplement, là, tout de suite, vous aurez beaucoup plus d'efficacité parce que les gens qui ont reçu 2, 3, 4 messages qui ne les concernent pas, ils vont être énervés, ça va nuire à votre image. Donc en fait, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc voilà, cette partie degrowth hacking, pour moi, c'est vraiment important et c'est ça qui est l'éthique. Et moi, ce que je préconise, c'est que les entreprises, les marques, qui ont des valeurs éthiques et écologiques, justement, doivent utiliser le growth hacking pour dépasser, les entreprises qui ne font pas cette partie éthique et qui ne font pas cette partie, consommation, durable ou croissance durable ou décroissance. Puisqu'en fait, avec le growth hacking, on peut aussi travailler sur cette partie décroissance, c'est-à-dire qu'on va utiliser moins de moyens, on va utiliser moins d'outils, moins de budget, envoyer moins de messages, mais mieux. La tendance pour moi, c'est plutôt moins, mais mieux. Parce qu'en fait, on voit bien qu'on arrive sur une saturation des audiences, donc on a 2 manières de réagir. Soit en fait, on va faire plus de volume, enfin 3 manières d'ailleurs. Enfin, la première, c'est faire plus de volume et c'est vrai que c'est un petit peu la tendance actuellement, c'est on publie tous les jours sur LinkedIn. Et après on espère qu'avec la moyenne des posts de ces posts moyens tout simplement on arrive à avoir autant que si on faisait des gros posts. Deuxième chose, deuxième possibilité, on va faire plutôt du qualitatif et avec cette partie qualitatif, en faire beaucoup moins de postes, mais de meilleurs postes. Et ça, en fait, c'est une tendance qu'on voit pas mal aux États-Unis et qui commence à arriver en France. C'est des gens qui publient peut-être, 2 fois par semaine, mais qui publient, en fait, un super contenu. En particulier sur LinkedIn, ça va être le carrousel qui va fonctionner mieux et qui va permettre, en fait, d'apporter le plus de valeur ajoutée. Donc au lieu de publier, mal et pas terrible des publications tous les jours ou faites avec l'IA, on va faire des choses un petit peu mieux et on apporte plus de valeur. Et c'est vrai que c'est là, en fait, où on voit que ça décolle. Mais il faut aussi parfois sortir un petit peu, de son cœur d'activité.
Moi, j'essaye toujours de faire des choses qui sont de la valeur ajoutée parce que c'est mon positionnement. Je n'utilise pas les techniques de copywriting pour faire d'émotionnel, choquer les gens, faire des interactions, c'est pas trop mon style. Parce que moi, en fait, mon positionnement, c'est ça, c'est apporter du conseil, avoir de la valeur ajoutée, et cetera, et cetera. Et donc c'est ça, en fait, que je veux mettre en avant. Et c'est ça mon positionnement. D'autres personnes me diront: «Bah non, moi je cherche à choquer, je cherche à avoir de l'audience, et cetera et j'utilise des techniques de copywriting». Et c'est vrai que ça marche, hein, je vois bien, il y a comme ça des gens qui font des très belles publications et qui disent: «Ouais, à l'époque, c'était les fameux posts inspirationnels. À l'époque, je faisais ci, je faisais ça et maintenant j'ai fait ci» ou «Est-ce qu'on peut réussir en faisant ceci ou cela?» Enfin, voilà, il y a pas mal de techniques comme ça qui permettent d'avoir de la visibilité, mais pour moi, c'est pas c'est pas ma philosophie. Mais je ne condamne pas non plus, moi, j'aime pas forcément ça, mais il y a certains qui le font et qui marchent, voilà. Donc pour moi, vraiment cette partie de hacking est vraiment important et il faut vraiment s'y mettre et c'est avoir vraiment une économie de moyens et ça rejoint un petit peu le livre, «Adapter son business dans un monde en déconsommation» que j'ai écrit et qui montre en fait que voilà, on arrive dans un contexte économique qui va être de plus en plus dur, de plus en plus serré, avec moins de prospects, plus de concurrence et là, en fait, le gros hacking va être indispensable à mettre en place. Donc voilà, c'est ça qui est bien et c'est que, ces techniques-là, qui sont celles des startups qui ont peu de moyens et qui doivent survivre ou mourir, bah, ça convient tout à fait dans un monde où on arrive en fait à une saturation des audiences. Si tu ne pouvais garder que 3 outils dans ta boîte à outils de gros hacker, lequel tu choisis? Alors, si j'avais qu'un seul outil ou 3 outils à retenir. Alors déjà, bah, maintenant l'intérêt c'est que, au niveau du gros hacking, l'intelligence artificielle a remplacé énormément d'outils. Il y a quelques années de ça, bah, en fait, il y avait des outils pour scraper. Moi, j'utilise encore, par exemple, des outils comme Scrapper pour scraper des données ou des choses comme ça, mais c'est devenu un petit peu, comment dire? Moins utile qu'auparavant parce qu'avec, ChatGPT, DeepSeek, Grok et cetera, et bah, en fait, on arrive quand même à des résultats qui sont très bien et sans devoir coder. Donc s'il y avait un outil déjà, ça serait déjà l'intelligence artificielle au sens large. Alors le problème, c'est de te dire, quels outils? Ça, c'est un peu compliqué parce que ça évolue de manière régulière. Néanmoins, je vais essayer de te dire mon top 10, enfin top 5 en fait d'outils, d'IA. Alors le premier, je dirais, c'est vrai que c'est ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'il est passe-partout. Il génère des images, il fait des infographies, il fait du traitement de fichiers, il fait un petit peu de dev. Donc vraiment pour gratuit ou 20 € par mois, tu as un bon produit qui fait le job et ça marche très bien, voilà. Donc c'est pas le meilleur dans toutes les catégories, mais c'est le meilleur en moyenne. Après ça, en fait, moi, je mettrais, tout simplement en deuxième position, Gemini et Grok, qui sont en fait, les 2 IA qui sont les meilleurs pour moi pour de la rédaction de texte. En fait, au niveau, de la rédaction, articles de blog, articles de référence, et cetera ou résumés de vidéos, ce sont les meilleurs. Ils sortent en fait des textes, qui, ne feraient pas rougir un rédacteur. Alors c'est pas du niveau expert, hein, mais, on s'en rapproche de plus en plus et c'est vraiment une excellente base de travail. Donc, Grok et Gemini, vraiment très, très, très bons sur le sujet. Après, en fait, je mettrais éventuellement Claude, qui est pas mal. Je mettrais à égalité avec DeepSeek, mais DeepSeek est largement supérieur de tous les autres à tous les autres plutôt, largement supérieur à tous les autres pour tout ce qui est créativité, pour des titres, pour des pitchs ou des choses comme ça. Il est vraiment excellemment bon et surpasse en fait les autres. En dernier, je mettrai Mistral, le français. Alors pourquoi je mettrais Mistral? Parce que Mistral, le français est quand même moins bon au niveau des textes, la rédaction et tout ça. Bah, en fait, il a quand même de quelques avantages qui sont très bien. Le premier, en fait, c'est tout simplement le fait qu'il connaît très bien les données françaises. C'est-à-dire que si vous avez des analyses de fichiers en français, si vous voulez faire des analyses de société, des choses comme ça, il a des données et un jeu de données qui est, très franco-français et donc il est largement meilleur que ça. Donc Mistral, rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup, cet aspect, données françaises. Ensuite, bon, bien sûr, il y a l'aspect, comment dire? Bah, souveraineté. Ça, c'est vraiment important parce que, si on utilise, DeepSeek, ChatGPT, on va être à un moment donné, féodalisé, avec, bah, les États-Unis ou la Chine. Donc il est important, d'utiliser et d'utiliser quand on peut Mistral. En plus, Mistral a un modèle de données qui est quand même moins gourmand et qui peut en plus être installé on premise sur ses propres serveurs. Donc pour moi, voilà,
c'est vraiment important de choisir une IA française et de pouvoir l'utiliser dès que possible. Voilà. En plus de ça, les images générées par, Mistral sont quand même beaucoup plus jolies et beaucoup plus créatives, que celles qu'on a avec ChatGPT. D'ailleurs, au niveau des images, si on parle des générateurs d'IA d'images, moi je dirais bien entendu, il y a ChatGPT qui est bon pour les infographies, les images, tout ça. Il arrive vraiment à faire des choses sympas, même des miniatures YouTube. Demandez-lui de vous créer une miniature YouTube au format 16/9, ou de vous inspirer d'une miniature qui existe déjà. Ouais, il fait vraiment des choses assez sympas. Après, bien entendu, je mettrai des outils comme Leonardo, même Canva, qui est vraiment sympa, au niveau de la génération de vidéos et d'images, enfin surtout des images, qui est vraiment très bien, et Grok, qui est pas mal aussi. Sincèrement, on a des beaux outils là-dessus. Gemini aussi, bien sûr, reste, un leader dans le secteur, en particulier pour la vidéo avec Geoff. Voilà. Alors donc ça, c'était, les outils, d'IA, donc pour moi indispensables, et pour moi, il n'y a pas un outil d'IA qu'il faut utiliser, mais plusieurs. En revanche, je l'ai encore, précisé précédemment, il faut les utiliser avec modération. L'IA, consomme énormément d'énergie et d'eau. Alors, il y a, Sam Altman qui dit: «Oui, que ça fait, quelques gouttes de quelques cuillerées d'eau à peine», mais malheureusement, ce qui dit pas derrière ça, c'est qu'il parle d'une requête simple, il parle pas de deep search, il parle pas après de génération d'images, de génération de vidéos, qui consomme énormément d'énergie. Donc faites surtout attention à ça. L'énergie, les vidéos et les images consomment énormément, essayez de peu les utiliser. Voilà. Donc faites un test, vous avez un site internet qui s'appelle Comparia, qui a été fait par, l'État, le gouvernement, et qui est assez intéressant parce qu'il permet de voir en fait qu'est-ce qui consomme véritablement d'énergie. Une heure de Parfois c'est une requête, c'est, 1 heure de vidéo YouTube, ce qui est assez énorme. D'ailleurs, à ce niveau-là, au lieu de regarder et d'écouter de la vidéo sur YouTube, moi je vous conseille, écoutez Spotify ou téléchargez vos, vidéos préférées. Voilà. Alors ça, c'était donc les outils d'IA. Après au niveau, de tout ce qui est, LinkedIn, qui est vraiment mon cheval de bataille parce que je suis, vraiment en B2B, hein. Pour moi, en fait, c'est véritablement, LinkedIn Helper qui est le meilleur parce qu'il coûte pas très cher, c'est une dizaine d'euros par mois. Il permet de faire du multi-compte, il permet de faire énormément de choses. Alors par contre, il est en anglais, c'est un peu compliqué à utiliser lorsqu'on n'est pas, très amateur d'anglais, mais pas très bon en anglais, mais sincèrement, c'est un très, très bon outil. En alternative, utilisez Wallaxy, un outil 100% français, qui est sur le cloud, qui est facile à utiliser et qui est vraiment très bon aussi également. J'ai des comptes chez les 2. Voilà, ça c'est vraiment les outils, IA et LinkedIn. Après en fait, bah, il y a énormément d'outils, donc c'est compliqué d'aller choisir un troisième outil. Éventuellement, je dirais Opus Clip parce que je fais pas mal de vidéos, je fais pas mal d'interviews, donc je trouve que c'est assez sympa. J'aime bien aussi Restream qui permet de faire du streaming live et le mettre sur YouTube, LinkedIn, et cetera. Mais là, c'est plus de la création de contenu un peu classique. Et c'est des choses qui sont vraiment, beaucoup moins, utilisées. Voilà. Donc, je mettrais, voilà, le 3e, le numéro 3, je suis un peu, je dirais que ça dépendra véritablement de vos besoins. Vous pourrez choisir un outil qui fait du SEO, un outil qui fait plutôt de la création de contenu. Ça sera véritablement selon vos besoins à vous. Je tenais à remercier, Frédéric Canvet encore une fois pour, toutes ces réponses, pertinentes. Vous pouvez retrouver tous les liens utiles sur, Scrapo. J'ai fait un article, pour l'épisode numéro 2 sur mon blog Scrapo. Donc, surtout vous likez, vous partagez, vous croissez l'info. Scrapping plus Crapo égale Scrapo, le podcast du gros hacking pour débuter.